Toutes les interactions des rayonnements avec la matière se font sous la forme d'un dépôt de tout ou partie de l'énergie du rayonnement dans la matière. Lorsqu'un rayonnement interagit sur la matière, il peut être absorbé, atténué, diffusé, mais le plus souvent, ce sont ces trois phénomènes simultanés qui se produisent. Lorsqu'un rayonnement dispose d'une énergie suffisante, il peut arracher un électron à une couche périphérique de l'atome. Dans ce cas, on dit qu'il y a ionisation. Si l'énergie du rayonnement n'est pas tout à fait suffisante pour arracher l'électron, elle peut être quand même communiquée à cet électron, ce qui va rendre l'atome instable. On dit qu'il est alors dans un état excité. Lorsqu'un atome a été ionisé, l'électron qui lui a été arraché ira perdre son énergie un petit peu plus loin dans la matière. Lorsque l'atome a été simplement excité, l'électron est monté sur une orbite électronique plus périphérique et il pourra revenir à son état fondamental par le phénomène par exemple de fluorescence lors duquel un photon sera réémis. Les interactions des photons avec la matière peuvent se présenter sous différentes formes. Tant que l'énergie des photons considérés est inférieure à 1 mégaélectronvolt, il y a deux possibilités qui sont l'effet photoélectrique, prédominant en radiodiagnostic, et l'effet Compton, prédominant en radiothérapie. Lors de l'effet photoélectrique, le photon incident transmet l'intégralité de son énergie à un électron des couches profondes de l'atome. Cet électron était donc très lié au noyau. Il part avec une certaine énergie cinétique qu'il va perdre dans les tissus environnants. À l'emplacement qu'il occupait, il reste un trou qui sera comblé par un électron d'une couche plus périphérique avec émission d'un rayonnement dont l'énergie correspond à la différence d'énergie entre la couche d'où il est originaire et celle qu'il vient de combler. C'est le phénomène de fluorescence. Lors de l'effet Compton, le photon incident transmet seulement une partie de son énergie à un électron des couches externes de l'atome. Cet électron sera éjecté lui aussi avec une certaine énergie cinétique qu'il ira perdre dans les tissus voisins. Mais le photon incident a conservé une partie de son énergie et il va pouvoir l'utiliser après diffusion selon un angle régi par des règles de probabilité pour aller créer plus loin d'autres effets Compton ou d'autres effets photoélectriques. Lorsque le photon incident dispose d'une énergie supérieure à 1,022 mégaélectronvolts, il existe un troisième mode d'interaction qui est la création d'une paire électron-positon. C'est donc un phénomène de matérialisation de l'énergie. Lorsque les deux particules ont été créées, l'électron négatif et le positon, comme dans les cas précédents, l'électron négatif va aller perdre son énergie cinétique dans les tissus environnants. De son côté, l'électron positif va se retrouver entouré d'un grand nombre d'électrons négatifs. Il va fusionner avec l'un d'eux pour émettre deux photons de 511 keV chacun qui seront émis simultanément dans des directions diamétralement opposées. Ce graphique indique la probabilité d'existence des différents effets en fonction du numéro atomique de la matière irradiée et de l'énergie du rayonnement considéré. Lorsque l'on se situe sur une des deux lignes, par exemple entre l'effet photoélectrique et l'effet Compton, cela signifie qu'il y a 50% de chances qu'ait lieu à cet endroit un effet photoélectrique et 50% de chances qu'ait lieu un effet Compton. Par contre, la création de paires ne peut absolument pas avoir lieu tant que l'énergie du rayonnement est inférieure à 1,022 mégaélectronvolts. Voyons maintenant comment les électrons interagissent avec la matière.
Contrairement aux faisceaux de photons, les faisceaux d'électrons ou les rayons bêta peuvent être complètement arrêtés par une certaine épaisseur de matière. Et on peut donc leur attribuer un certain parcours empirique, P, qui est comparable à celui d'une particule alpha. L'absorption des faisceaux d'électrons suit sensiblement une loi exponentielle générale, sauf à l'extrémité de la trajectoire, où le faisceau s'affaiblit beaucoup plus rapidement, ce qui permet de définir le parcours. En termes de radioprotection, nous avons ainsi mis le doigt sur une différence majeure entre les faisceaux de photons et les faisceaux d'électrons. Les faisceaux de photons peuvent être atténués, de façon exponentielle certes, mais ne sont jamais complètement stoppés. Tandis que de leur côté, les faisceaux d'électrons ou les rayons bêta, qui présentent aussi une atténuation à caractère exponentiel, peuvent être complètement arrêtés par la matière. Tous les rayonnements ne sont pas arrêtés de la même façon par la matière. La grandeur qui permet de quantifier la vitesse à laquelle ils perdent leur énergie dans la matière est le transfert d'énergie linéique, noté TeL. Cette grandeur s'exprime en kV par unité de longueur traversée. Le TeL dépend à la fois de la nature du rayonnement, particulière ou électromagnétique, de son énergie et de la nature du milieu traversé. Les particules alpha sont composées de 2 protons et 2 neutrons et sont donc dotées de 2 charges électriques positives. Toutes ces caractéristiques leur occasionnent un encombrement matériel important, elles sont donc fortement ionisantes, ce qui revient à dire qu'elles seront très rapidement arrêtées par la matière, elles ont donc un transfert d'énergie linéique élevé. Pour sa part, l'électron est environ 1000 fois plus petit que le proton ou le neutron, et donc 4000 fois plus petit qu'une particule alpha. Par ailleurs, il ne dispose que d'une seule charge électrique. Donc il perd beaucoup moins rapidement son énergie lorsqu'il traverse la matière. On dit que le rayonnement bêta possède un transfert d'énergie linéique faible. Enfin, les rayons X et les rayons gamma ne disposent d'aucune charge électrique et ne transportent aucune matière. Donc ils perdent très lentement leur énergie en traversant la matière. On dit qu'ils ont un transfert d'énergie linéique faible. C'est pour cette raison qu'il faut des épaisseurs conséquentes de matériaux absorbants pour s'en protéger. En résumé, les particules alpha ont un très faible pouvoir de pénétration. Il suffit de quelques centimètres d'air ou d'une feuille de papier pour les arrêter. Les rayons bêta, ou les électrons, ont un faible pouvoir de pénétration. Une simple feuille d'aluminium de quelques millimètres peut les arrêter. Par contre, les rayons X ou les rayons gamma ont un grand pouvoir de pénétration et peuvent parcourir plusieurs centaines de mètres dans l'air. Pour eux, il faut plusieurs centimètres de plomb ou du béton pour pouvoir s'en protéger. Enfin, pour les neutrons, leur pouvoir de pénétration dépend de leur énergie. Pour les stopper, on commence par les ralentir, puis on les absorbe dans des matériaux tels que de la paraffine.